bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. J'espère que le son est bon parce que c'est un nouveau micro-casque et je suis obligé de booster un peu le son parce que le micro est un peu moins fort que le micro-casque précédent. Donc cette semaine, réponse à des questions. En fait, je vais juste reprendre quelques questions qu'on m'a posées dans la semaine et puis dans les jours qui ont précédé. Parce que j'ai pas eu le temps de préparer un tutoriel. C'est assez serré en ce moment au niveau emploi du temps. Donc, je vais répondre à des questions que j'ai déjà répondu aux personnes concernées, généralement par écrit ou parfois en vidéo d'ailleurs. Et comme il faut que ça serve un peu à tout le monde, je réexplique tout ça dans une vidéo qui sera directement disponible sur la chaîne comme d'habitude. Euh, alors, les questions, il y en a quelques-unes que j'ai mis de côté. Dans toutes celles que j'ai mis de côté, je vais peut-être pas toutes les faire, ça va dépendre du temps de la vidéo. Première chose, un truc tout simple, tout bête, mais qui pose problème à certaines personnes qui sont sous Windows 8. Sous Windows 8, des fois, Cinema 4D a des soucis en fait avec les mouvements de la souris. C'est-à-dire que vous déplacez un objet, puis tout à coup la souris, paf, elle se retrouve totalement à l'autre côté de votre fenêtre, ou vous cliquez sur un truc et paf, la souris part carrément à l'ouest. Enfin bref, vous avez plus de curseur, ou alors ça se déplace de manière étrange. Et ça, c'est seulement sous Windows 10, hein. Et généralement plutôt sur des portables, sur des PC portables. Pourquoi ça fait ça et quelle est la solution? En fait, Windows 10 est conçu aussi pour le tactile. Et vous n'avez pas forcément une tablette graphique, mais seulement Windows 10, lui, il a des réglages qui sont aussi prévus pour le tactile. Et puis des fois entre Windows 10 et Cinema 4D, ça dépend des versions aussi de Cinema 4D. Des fois il y a une sorte de mauvaise compréhension si le système qui est utilisé est un système tactile ou pas. Donc vous pouvez tout à fait ne pas utiliser de tablette graphique et puis vous retrouver avec les mêmes problèmes que ceux qui ont une tablette graphique et qui l'ont pas bien paramétré. Et c'est ça qui pose souci. Donc dans ce cas-là, si vous avez des problèmes avec la souris dans Windows 10 avec Cinema 4D, ce que je vous conseille, le truc c'est tout bête, vous allez dans Édition, Préférences générales, voilà, ça vous donne les préférences de Cinema 4D. Vous allez ensuite ici dans Dispositifs de saisie. Alors, suivant les versions, cette fenêtre et puis tout ce qui est contenu ici change peut-être un peu, mais vous retrouverez à peu près tout, hein. Et donc ici vous avez tablette graphique qui est décoché, par défaut c'est décoché, ça signifie qu'on n'utilise pas de tablette graphique en ce moment sur Cinema 4D. Si je coche ça, j'indique à Cinema 4D que j'utilise une tablette graphique, et le comportement de la souris va changer. C'est-à-dire qu'il sera un petit peu différent suivant ce que je fais, parce que c'est plus adapté pour les tablettes graphiques. Et donc, sous Windows 10, comme il y a une mécompréhension entre Cinema 4D et Windows 10, parfois Cinema 4D pense que vous utilisez une tablette graphique alors que c'est pas le cas. En cochant cette case, vous indiquez, alors il faut la cocher seulement si vous avez des problèmes, hein, seulement si vous avez des problèmes ou une tablette graphique. En cochant cette case, vous indiquez à Cinema 4D de prendre en compte le tactile, et dans ce cas, vos problèmes de souris vont peut-être disparaître, tout simplement. Et à l'inverse, si vous avez des problèmes et que cette case est déjà cochée, vous la décochez tout bêtement et vous vérifiez si les problèmes sont partis. Donc c'est simplement ce paramètre-là qu'il faut cocher ou décocher suivant que vous avez ou pas des problèmes sous Windows 10. Généralement, le problème vient de là. Après, il faut voir au niveau des drivers de votre pavé tactile ou de votre souris, de votre dispositif de saisie, s'il y a des choses à mettre à jour, etc. Mais souvent c'est ça. C'est ce que j'ai constaté en fait chez la plupart des personnes qui ont ce genre de soucis. Les problèmes avec Windows 10 et Cinema 4D qui correspondent, enfin qui jouent sur la souris, qui correspondent en fait à un mauvais déplacement de la souris, du curseur, etc. Souvent, c'est cette case-là qu'il suffit de cocher ou de décocher. Donc ça, c'était le premier truc à savoir, hein. Et si vous utilisez une tablette graphique, il faut la cocher cette case, forcément. Ensuite, quelqu'un qui me pose une question. En fait, il veut faire, il a des cylindres qui doivent sortir d'un autre cylindre. Alors, je vais vous montrer le truc à peu près. Ça fait un truc comme ça. Il y a un cylindre qui est comme ça, puis il y a des petits cylindres beaucoup plus petits à l'intérieur. On va les faire de 10. Ah non, on va faire un truc comme ça, là. Ensuite, il a mis ça dans un cloneur.
un truc comme ça. Alors, le cloneur en radial, en mode radial, voilà, ça tourné de 90 degrés. Ah, tac, voilà. Le cylindre ici un peu plus grand, voilà, il a un truc comme ça. Et puis en fait, la personne veut que ces cylindres ressortent avec une animation. Alors là, voilà, que ces cylindres ressortent de ce cylindre là, que les petits cylindres sortent de cette façon, tac, comme ça. Et en fait, ce que la personne faisait, c'est qu'il le problème en fait avec beaucoup de débutants, hein, c'est que on ne fait pas la différence entre les clés d'animation et les clés d'animation de paramètres. Et donc ce que la personne faisait, eh bien c'était tout simple. La personne se disait à la frame 0, je mets une clé d'animation. Donc il y a une clé d'animation, la scène est sauvegardée là. Je me mets à la frame 10, je fais sortir mes cylindres, comme ça par exemple, et je remets une clé d'animation. Et puis en faisant lecture, la personne voyait que en fait ça marchait pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait ici, ce que l'on anime quand on fait sortir ces cylindres, ce n'est pas en fait le déplacement des objets. Les objets sont restés à leur même place. Les objets, c'est ce qui est ici. C'est-à-dire le cloneur, on ne l'a pas bougé. Les petits cylindres sont toujours enfants du cloneur. Il n'y en a qu'un seul et il n'a pas bougé. Et le gros cylindre, il n'a pas bougé non plus. Donc les clés d'animation qui ont été ajoutées, ici, en fait, correspondent à rien. Et en plus, comme ils sont ajoutés sur le cloneur, c'est seulement des clés d'animation pour le cloneur. Et le cloneur, comme il n'a pas bougé, en fait, il se passe rien. Donc ça, c'est pas la méthode. Quand on veut animer des paramètres, alors beaucoup d'entre vous vont le savoir depuis que vous regardez mes vidéos, quand on veut animer des paramètres ici, c'est-à-dire par exemple ici le rayon, quand on veut animer ça, ce n'est pas avec les clés d'animation qu'on place ici avec cette petite icône, mais c'est avec les petits ronds qu'il y a devant chaque paramètre. C'est-à-dire que je me mets à la frame 0, je mets mon paramètre de rayon à la bonne dimension, on va dire 55, voilà. Le petit rond qui est ici, juste devant rayon, juste à gauche de rayon, je fais un contrôle-clic dessus. Il devient rouge. Quand il devient rouge, ça veut dire qu'on a placé une clé d'animation. Et si on regarde ici, on voit qu'effectivement, il y a une clé d'animation qui s'est ajoutée. Je peux aller maintenant à la frame, on va dire la frame 20. Là, on voit que comme je suis plus à la même frame, il est toujours rouge. Alors, les couleurs changent un petit peu sur la forme de ce petit bouton. Et ces couleurs changent légèrement d'une version à l'autre. Mais ça reste le même principe. Hein. Il est toujours rouge, mais là, on voit qu'il est creux. Parce qu'en fait, je ne suis plus sur la frame 0. Si je me reviens sur la frame 0, on voit qu'il est plein. Ça indique que sur la frame 0, il y a une clé d'animation. Et quand je mets à la frame 20, il n'y a pas de clé d'animation. Donc là, il reste rouge pour me dire il y a une clé d'animation sur la piste de ce paramètre. Mais comme c'est creux, ça m'indique que la frame actuelle, il n'y a pas de clé d'animation. Donc là, je peux modifier le paramètre. Là, il devient non plus rouge, il devient orange. Orange-jaune. Pour m'indiquer que non seulement il y a une clé sur la piste d'animation, il n'y a pas de clé sur la frame où je suis actuellement puisque c'est creux, mais en plus c'est orange ou jaune, ce qui signifie que j'ai déplacé, en fait j'ai changé la valeur qu'il y avait à la clé précédente. Donc ici j'ai changé cette valeur là. Donc maintenant je suis à la frame 20, j'ai changé la valeur, je fais encore un contrôle-clic, ça m'ajoute de nouveau une clé, le petit rond redevient rouge plein parce que je suis là où il y a une clé d'animation. Si je me mets entre les deux, vous voyez qu'il est rouge vide. Donc ici j'ai une clé d'animation et ici j'ai une clé d'animation et en faisant ça, bah là, ça fonctionne, tac. Voilà, tout bêtement. Donc quand on veut ajouter des clés d'animation sur des paramètres, ce n'est pas avec cette icône là, qui est bien pratique, hein, mais qui est pas faite pour les paramètres, qui est faite pour les clés d'animation sur les objets. Pour les paramètres, c'est les petits ronds que l'on a devant chaque paramètre. Et vous voyez que tous les paramètres ont un petit rond. Ou quasiment tous. Il y en a quelques-uns qui n'en ont pas. Ici, vous voyez que les petits ronds sont en orange parce qu'en fait, justement, il y a un déplacement sur les éléments, donc il met des clés d'animation dessus. Et quand vous avez besoin de savoir, en fait, où sont vos clés d'animation, quand vous n'avez rien de sélectionné puis que vous voulez les retrouver, vous allez dans Fenêtre, Ligne temporelle, ici, majuscule F3, ça vous ouvre cette fenêtre, et là, vous retrouvez, en fait, toutes vos clés d'animation. Vous voyez, ici, sur le rayon, les clés d'animation, ici une à 55 cm sur le paramètre rayon,
et une ici à 116 cm à la frame 20, avec en plus l'interpolation. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut bien garder à l'esprit. Les clés d'animation sur les objets, les clés d'animation sur les paramètres ne s'ajoutent pas de la même façon. C'est pas toujours cette petite icône là. Donc ça c'était une question qui m'avait été posée. Je passe. Ensuite, une autre question qui m'a été posée. La personne, alors c'était sur le blog, la personne a par exemple un plan. On va faire ça de... Non, je vais laisser 20. un plan ou ça aurait pu être autre chose. Et la personne veut mettre en fait dessus un effecteur randomisation pour faire bouger en fait les polygones. Donc la personne fait ça, mot graphe, effecteur randomisation. On le met en fond du plan, comme ça. Et on le met en mode déformateur pour qu'il soit utilisé comme un déformateur. Donc là on n'utilise pas d'élément mot graphe. Donc on va dans déformateur. Et si par exemple on met sur polygone. Donc ça déforme les polygones. Alors on va pas le déformer d'autant. Là, on va mettre seulement 10, 10, 10. Voilà, 10, 10, 10. Et puis, tant qu'on y est, on va aussi mettre ça de manière animée. Voilà, donc quand je fais lecture, alors 10, 10, 10, c'est plus assez maintenant. On va mettre 20, 20, 20. Ou même plus, 30. 30 et 30. Voilà. Et donc là, quand je fais lecture, c'est animé. Mais seulement la personne ne veut pas que tout soit animé. La personne veut seulement animer, on va dire, seulement le milieu, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'elle fait elle voit que ici dans le effecteur randomisation, ici dans effecteur, il y a sélection. Donc, on peut indiquer une sélection. Et la personne se dit, bah, je vais simplement faire une sélection. Alors, on va désactiver ça. Une sélection sur le plan en éditable, parce que sinon on peut pas sélectionner. Voilà, sur le plan éditable, on va faire une sélection comme ça. C'est génial. On fait une sélection et puis on enregistre cette sélection. Alors on va peut-être la faire un peu plus grande, un truc comme ça. Voilà, bien rond. On enregistre avec sélectionner, enregistrer la sélection. Ça fait ici un tag sélection de polygone. Et la personne se dit, bah chouette, cette sélection de polygone, je vais la mettre ici. Et on fait ça. Tac. Et quand on fait lecture, on voit que ça marche pas. Tout continue de bouger comme avant. En fait, ce n'est pas que la sélection qui bouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, sélection, même si on peut mettre la sélection de polygone, c'est pas ça qu'il faut y mettre ici. Ce paramètre-là, c'est ce champ sélection, n'est pas fait pour ça. Ce champ est fait pour y mettre, en fait, une sélection mot graphe. C'est-à-dire, si je me trompe pas, ce tag-là. Tac. Sélection mot graphe. Ce tag-là. Et ce tag-là ne permet pas de sélectionner des polygones. Ce tag-là permet de sélectionner des clones ou des éléments d'un élément mot graphe, d'un objet mot graphe. Par exemple, des clones ou des lettres, ou alors des éléments d'un objet matrice, ou alors, bref, vraiment des objets complets enfants d'un élément mot graphe. Et non pas des polygones. Donc comment on peut faire pour, en fait, limiter le déplacement seulement à la sélection de polygones que l'on a sélectionné ici, avec le randomisation, vu que ce champ sélection ne marche pas pour ça. En fait, c'est tout bête, comme on a passé notre effecteur randomisation en mode déformateur, et même si on l'avait pas fait, je crois que ça va marcher aussi, on peut utiliser les tags qui sont conçus justement pour les déformateurs, et il y a un tag qui est ici, alors, j'essaie de bien le montrer, voilà, tac. Ici, le tag, il est la restriction. J'ai fait un tutoriel dessus, je l'ai expliqué, j'avais expliqué 3 tutoriels, 3 tags dans un tutoriel, le stop, le protection et le restriction. Et donc là, je reviens dessus. Donc le tag restriction, je l'ajoute sur l'effecteur randomisation. Ça m'ajoute ici en fait, vous voyez, des différents champs dans lesquels on peut placer des sélections classiques. Donc ici, ça, ma sélection ici, ma propriété sélection, je peux la mettre ici. Ce que je vais faire, tac, voilà. Et là, on peut voir que maintenant, quand je fais lecture, c'est seulement la partie que j'ai sélectionnée, la partie qui est définie par cette sélection, qui est déformée par l'effecteur. Et là, ça fonctionne. Donc, il faut faire très attention. Ici, le champ sélection, c'est pour une sélection mot graphe. C'est pas pour une sélection classique. Même si on peut y faire glisser des sélections normales,
des sélections de points, des sélections de polygones ou d'arêtes, ça ne fait rien, ça ne change pas. Ça c'est dommage d'ailleurs qu'on puisse y faire glisser des choses qui n'ont pas un rapport. Il y a peut-être une raison, je sais pas, je la connais pas, mais c'est vraiment pour la sélection homographe. Sélection homographe que j'ai déjà expliqué aussi dans une vidéo. Hein. Donc si vous voulez revoir, vous allez sur la chaîne, vous cherchez sélection homographe, et normalement vous devriez trouver le tutoriel où justement j'explique ça. Donc voilà, donc ça c'était pour limiter en fait un effet. Alors là je l'ai fait sur l'effecteur randomisation, mais ça marche sur tous les effecteurs en mode déformation, et même s'ils le sont pas, je crois, je suis pas sûr. Et ça marche aussi sur forcément tous les déformateurs. C'est d'ailleurs ce que je montre dans la vidéo où je parle de ce tag de restriction. Donc ça c'était une autre question. Voilà, ça je passe. Tac. Ensuite, on me demande comment on peut plier un papier en deux sur la hauteur. Alors, il y a plein de façons différentes de faire, mais je vais seulement montrer la plus simple. Alors, ici, déjà, je vais faire une feuille de papier. Ah, voilà, je vais la mettre en -Z, comme ça elle est droite, ou en +Z. +Z, c'est pareil. Enfin, non, c'est pas pareil, mais c'est pas grave. On va la faire plus haute que large, donc ici, hop, un peu moins large, c'est parfait. On va faire une coupe au milieu, alors, tac, comme ça, et je rends ça éditable. Voilà, parce qu'il faut que ce soit éditable vu qu'on va la plier en deux. Et là, ce que l'on souhaite faire, en fait, je vais retirer la grille pour que ce soit facile à voir. Là, ce que l'on souhaite faire, donc, c'est que cette feuille, on va dire que c'est une feuille, se plie au niveau donc de cette pliure et se plie en deux, tout bêtement. Comment on peut faire ça? On pourrait faire ça de plusieurs façons. D'abord, on pourrait utiliser des articulations. Je pourrais mettre une articulation qui va d'ici jusqu'ici, et ensuite d'ici jusqu'ici, et en déplaçant l'articulation du haut, après avoir fait les réglages qu'il faut, la feuille pourrait se plier. Oui, mais bon, les articulations, ça va être chiant à placer. Ensuite, quand on va faire plier en fait la feuille, l'articulation, est-ce qu'elle partira bien droite? Il va falloir gérer tout ça. Ça va être galère. Ça va être galère. Autre solution serait de couper cette feuille en deux pour avoir deux parties séparées. Par exemple, je peux tout à fait sélectionner ça et puis dire ça, j'en fais une scission. Alors, ce que je vais faire par contre, je vais inverser les normales. J'aurais dû mettre -Z, c'est bien ce que je pensais. Inverser les normales, voilà, pour l'avoir de ce côté-là. Je pourrais prendre cette partie-là, donc faire ici scission avec UP en fait, où là ça sort de la capture, mais c'est le truc scission, ça me crée en fait un autre élément plan, je peux supprimer l'élément principal, voilà. Donc j'ai deux plans en fait, vous voyez, et j'en sélectionne un, celui du haut, je déplace son axe, bah, il est pile au bon endroit, donc pas besoin, et donc ici je peux faire tourner ce deuxième plan, comme ça, c'est parfait. Seulement le problème c'est que là c'est pas très réaliste, parce qu'en fait, ici on voit que ça se plie bien comme il faut, mais seulement quand ça va revenir se refermer complètement, ça va pas être crédible, ça va être trop plat, ça passe pas. Ici j'ai pas d'arrondi, j'ai un angle trop droit, donc je reviens en arrière. La méthode la plus simple, la plus propre, la plus pratique, elle est toute bête. Je vais simplement passer en mode arête. Je vais sélectionner cette arête là. Alors je pense que si je une petite sélection tout simplement là, je sélectionne cette arête là. Je fais l'outil biseau, donc MS. Ici, je vais mettre, on va dire, 5 subdivisions. Je zoome là-dessus, je fais un clic déplacé pour rajouter en fait du segment. Alors ici, je vais mettre ça à 1 seulement. Voilà, et je clique dans le vide pour appliquer. Donc ici, vous voyez que j'ai ajouté plein de petites lignes, plein de coupes. Voilà, j'en ai ajouté plein. Et ça va simplement me servir pour faire la pliure. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, je vais simplement ajouter ici une incurvation. Un déformateur incurvation, je le mets en fond du plan. Voilà. Je vais ici lui donner une... Alors, on va déjà le déplacer un peu comme ça pour voir ce que ça donne. On voit qu'il se plie dans le mauvais sens, donc on va le faire tourner comme ça de 90 degrés. Voilà. Ici, l'incurvation, je lui mets une taille ici en X. On va mettre 1. Tac. Donc c'est tout fin. Ici, on va mettre 10. Voilà. Et puis ici, je mets là en fait la largeur du plan. Le plan fait... où est-ce que... tac, là. Le plan fait 1 en X, il fait 300. Donc ici,
je reviens, tac, ici. Ici, je vais mettre 300. Voilà. On va mettre moins de 10 ici, je vais mettre 5. On va essayer avec 5. On va zoomer dessus. On va faire au mieux. Ici, il faut cocher préserver la longueur sur l'axe Y afin que ça déforme pas la longueur du plan. Je mets au mieux, alors on va même moins de 5, on va mettre 4. 4, c'est bon, peut-être même mettre 2. Si je mets 2, ça fait quoi? 2, ça a l'air bien aussi. Ouais. Et voilà. Et en faisant ça, en fait, 1 d'épaisseur, 2 de hauteur, 300 de largeur. Voilà. Et là, j'ai en fait une feuille de papier qui se plie tout bêtement, simplement, et de manière un peu plus réaliste. C'est-à-dire que ici, si je fais bien tourner de 180 degrés, j'ai pas un truc tout plat, j'ai effectivement ici une feuille pliée en deux. Et que ici, on a bien l'effet de pliure. On peut cacher d'ailleurs ce déformateur. On a bien ici l'effet de pliure, l'effet tourné. On peut, si on resserre un petit peu les segments ici quand je les ai créés, on peut obtenir un truc encore plus fin, plus serré. Donc ça passe très bien, c'est propre, c'est pratique, ça permet de s'animer facilement juste avec ici l'intensité. On peut jouer après avec l'angle aussi si on a besoin de faire des choses un peu plus bizarres, mais généralement c'est juste avec l'intensité, et ça peut même se jouer avec de l'expresso et des données utilisateurs. Donc c'est tout parfait. Donc ça c'était la question sur plier une feuille de papier en deux. Je ferme ça. Voilà, je veux pas que la vidéo soit trop longue, alors je vais essayer de voir la suite. Ensuite, ah oui, expresso. Une personne a besoin de gérer en fait des données utilisateurs en fonction d'une case à cocher. Donc je vais faire ça rapidement. On va ajouter un texte. Voilà. Je vais mettre dessus mon expresso peut-être. On va faire un neutre quand même. Un neutre et on va mettre l'expresso dessus. Expresso, voilà. Alors j'ouvre ma fenêtre expresso. Elle est ouverte aux paramètres sur lesquels j'étais en train de travailler avant. C'est pas grave. Voilà. Là, on active ça. Donc j'ai mon expresso et ici sur le neutre on va mettre des données utilisateurs. Je vais fermer ça temporairement. Donc données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Voilà, on va en ajouter. Tac. Alors la première donnée utilisateur c'est une case à cocher. Une case à cocher toute bête. On va dire on-off. On-off. Voilà. Deuxième donnée utilisateur, ça va être ici un champ d'entrée flottant avec un curseur, parce que c'est plus propre. On va l'appeler A. Et on va en faire un deuxième, qu'on va appeler B, et ça sera exactement la même chose. Voilà, et je fais OK. Donc ici, dans mes données utilisateurs, j'ai une case à cocher, et un curseur A, un curseur B. Et la personne, qu'est-ce qu'elle veut? La personne veut que, en fait, le curseur A ou le curseur B soit sélectionné en fonction de cette case à cocher. Pour rentrer, par exemple, dans les données ici du texte, par exemple. Donc je vais dans mon expresso, on va ajouter ça dans le texte. Je vais mettre mon neutre, je récupère mes données utilisateurs. Alors, données utilisateurs, on a la case à cocher, on a la donnée utilisateur A et la donnée utilisateur B. Parfait. Et on a aussi notre texte, par exemple. Et le texte, ce qu'on veut, par exemple, on veut que le texte écrit soit en fait la valeur que l'on donne dans A ou B. A ou B, ça nous sert en fait des pourcentages. Donc ici, on aura 0, quelque chose entre 0 et 1 en fait. Donc si je relis par exemple A sur texte, tac, et que ici, dans le neutre, on a 0, et je joue avec le A, on voit que ça change entre 0 et 1. Parce que c'est des pourcentages ici, et donc c'est converti à la volée entre 0 et 1. Le B ne sert absolument à rien pour le moment. Même si je coche ça, ça sert absolument à rien. Ce que la personne veut que si on coche la case à cocher ici, ce soit l'un ou l'autre qui soit utilisé. On va dire que si on ne coche pas, c'est A qui gère ça. Et si on coche, on veut que ce soit B, donc ici 66% par exemple, qui soit utilisé. Et la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, je vais faire ça avec Python. Donc elle a ajouté un nœud de script Python, et puis elle a essayé de faire ce qu'il faut. Seulement, c'est un peu idiot parce qu'il y a un nœud exprès pour ça dans Expresso. Donc on va le voir tout de suite. Je crois que j'ai déjà dû en parler, mais j'en suis pas certain. On va ici dans logique.
Et ici, on a le nœud condition. Je l'ajoute, tac. Le nœud condition prend une valeur interrupteur et plusieurs entrées. Oui, je crois bien que j'en ai parlé. Et ici, un nœud de sortie. En fait, en sortie, on va avoir une des valeurs qui sont passées dans entrée. Mais quelle valeur? Eh bien, la valeur qui sera indiquée dans le nœud interrupteur, tout bêtement. Donc ici, si je mets A dans entrée, là, et B dans entrée, là, tac. Ici, dans sortie, j'aurai une valeur qui sera soit A, soit B. Comment choisir si c'est A ou B? Bah, simplement en indiquant ici ce qui rentre dans l'interrupteur. Donc ici, je fais entrer la case à cocher on-off. La case à cocher on-off va nous sortir une valeur entre 0 et 1. Et là, c'est bien parce que ça commence à 0 et le deuxième, c'est 1. Donc en fait, si la case n'est pas cochée, la valeur qui sort de on-off, c'est 0. Donc en fait, la valeur qui sera ici dans sortie, ça sera celle de l'entrée numéro 0, c'est-à-dire la première. Si on coche on-off, ici, ça sera une valeur 1. Donc la valeur qui sortira par sortie sera l'entrée numéro 1, c'est-à-dire ici le deuxième. Et en faisant ça, ça fonctionne très bien. Et je regarde ça tout de suite. Ici, j'ai 0,12, c'est pas coché, c'est bien 0,12. Si je coche, tac, c'est 0,66, c'est bien les 66% du deuxième. Donc là, j'ai le deuxième qui marche, le premier ne marche plus. Et si je décoche, en fait, c'est l'inverse. Voilà. Et donc ça, c'est tout bête et on n'a pas besoin de passer par Python pour faire ce genre de choses. Alors après, la sortie ici, pour la faire relier à autre chose, faites attention à ce qui sort généralement des peurs de sortie et ce qui entre dans les peurs d'entrée. C'est-à-dire qu'ici, vous faites un clic droit, information sur le port, et ça vous dit ce que c'est. Ici, ça sort un réel, donc une valeur réelle. Si vous essayez de faire entrer ça dans un nœud, dans un peur qui n'accepte pas forcément les réels, qui va demander plutôt un vecteur ou qui va demander autre chose, vous risquerez d'avoir des trucs bizarres, d'avoir des valeurs qui sont pas justes, etc. Donc il faut bien faire attention. Généralement, on peut changer, des fois quand on a besoin d'un peur différent. Ici, c'est pas le cas avec le condition, mais avec certains nœuds, on peut justement aller chercher telle ou telle peur que l'on a besoin, etc. Donc ça, c'était pour Expresso. Je peux fermer ça. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, presque 30 minutes déjà. Donc ensuite, où j'en suis, aujourd'hui même, au moment où j'enregistre cette vidéo, quelqu'un m'a demandé comment déplacer un objet à la surface d'un autre. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin de le redire. En fait, la personne a un bateau qui doit se déplacer à la surface d'une sphère, puis la personne a fait une sphère, elle a mis en fait des splines tout autour, d'après ce que j'ai compris, puis fait un aligné sur la spline pour essayer de déplacer le bateau à la surface de la sphère. Alors qu'en fait, si notre bateau c'est un cube par exemple, voilà, un tout petit cube comme ça, qu'on déplace ici. Voilà, en fait le truc c'est tout bête, c'est d'ajouter sur le cube en fait un tag ici propriété personnage contrainte. Voilà, ici de cocher clamp. Ensuite dans clamper ici on indique la sphère comme cible. On veut fixer sur la surface de la sphère et ici on met 0. Voilà, 0, tac. Et ça place en fait l'élément à la surface ici de la sphère. Donc on peut aussi augmenter un petit peu là parce que c'est l'axe qui sert. Et donc quand je déplace en fait après le cube, n'importe comment je le déplace, de toute façon il reste à la surface de la sphère. Donc ici j'ai pas besoin d'utiliser un aligné sur la spline et de placer la spline sur la sphère. C'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Voilà, donc ça c'était une méthode beaucoup plus simple pour cette personne-là, pour placer en fait un élément à la surface d'un autre. Ça je l'ai déjà montré hein, dans deux vidéos au moins. Dans une vidéo de réponse aux questions où j'expliquais comment faire flotter une bouteille à la surface de l'eau, et sur la vidéo sur le tag contrainte où j'explique en fait, tous ces paramètres-là. De manière assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément à dire, mais j'explique tout ça, comment ça fonctionne et tout. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus là-dessus. Ensuite, un effet de particules avec des plans et des images que je pourrais montrer. Oui, on va montrer ça rapidement. Ce que je vais faire, je vais peut-être ouvrir simplement ma scène. Ça va être plus simple. Voilà, j'ai rouvert ma scène
hors caméra, pour montrer en fait un effet tout simple, tout bête. Une personne qui me demandait comment on pouvait faire un effet un petit peu de fumée, un peu cartoon. C'est plus de la 2D en fait que de la 3D. Et le truc est tout bête, tout simple. En fait, ici, tac, je vais montrer ça. Ici, j'ai quoi? J'ai une sphère. En fait, c'est pas une sphère, c'est une hémisphère. Voilà, une hémisphère que j'ai aplatie. Et cet hémisphère, avec ici, comme ça, voilà, avec Thinking Particles, qu'est-ce que je fais? Cet hémisphère, je lui mets dessus un onde de matière. L'onde de matière que j'ai expliqué de long en large déjà. Donc l'hémisphère va émettre, vous voyez qu'il est bien indiqué en objet sphère, va émettre des particules. J'ai un time control pour définir quand émettre les particules, c'est sur le activé. Donc ici de la frame 1 à la frame 10, j'émets des particules. Donc l'hémisphère va émettre des particules qui vont dans le groupe global, on aurait pu mettre un autre groupe. Ensuite, ici j'ai une liste de liens dans lequel je place en fait plein de plans différents. Enfin, c'est les mêmes plans, mais avec des textures différentes. Pas très différentes. En fait, il y a deux textures différentes et un plan qui se répète. Et donc, cette liste de liens, je sélectionne avec le random ici intégraire une valeur au pif entre 0 et 2. Donc, ça me sélectionne à chaque fois un des plans au hasard dans la liste de liens et ça le fait entrer dans le pform qui est ici. Le pform qui est relié au pconduit donc du pgroup. Donc chaque particule qui seront émises auront un plan différent, enfin avec une texture différente. Ça je l'ai montré dans une vidéo comment émettre plusieurs formes avec des particules. Thinking particle, multiform, un truc comme ça. Donc ensuite ces particules, je leur définis des données et je les fais simplement tourner. C'est-à-dire que ici j'ai un P conversion de gyration, là, avec une vitesse de 1 et sur l'axe Z. Donc les plans tournent lentement sur l'axe Z. Et en fait, je mets ça dans le P définir les données gyration pour faire tourner mes particules. Et en faisant lecture, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on obtient? Je fais ça. En faisant lecture, alors, je vais recacher tout peut-être. Voilà. Hop. En faisant lecture, j'ai en fait l'hémisphère qui émet des particules qui ont un plan et puis ces particules, alors j'ai pas montré aussi l'onde de matière, tac, je le sélectionne. Ici ces particules, j'en crée 800 au maximum. Ils ont une durée de vie de 14 frames, donc c'est assez court, vous voyez que c'est sur 25 frames seulement, avec une variation de 100%, donc ça joue un petit peu de manière à ce que ce soit pas toujours identique. Une vitesse de 700, donc ça va quand même assez vite, et une taille de 100 avec une variation de 20. Et puis ici, j'utilise un dégradé pour que justement la taille diminue en fait avec le temps. Et quand je fais lecture, eh bien simplement on a cet effet d'explosion un peu cartoon, tac, comme ça. Tout bête, tout simple. Et ça c'est fait avec simplement Thinking Particles, c'est 3 fois rien. Vous voyez que c'est vraiment un truc tout simple. Cette scène-là, je la mettrai en bonus sur l'article du blog. Comme ça, vous pourrez la récupérer si vous avez besoin. Et ici, c'est un effet très cartoon. Alors, j'ai fait des nuages un petit peu rapidement, comme ça, à la va-vite, avec la tablette graphique. J'aurais pu faire ça bien mieux. Hein. J'ai vraiment bâclé le truc. Hein. C'était vraiment pour expliquer à la personne. Mais on peut utiliser à la place d'utiliser ces petits nuages cartoon, utiliser ici des textures de nuages. Alors là, il y en a deux, c'est à peu près les mêmes, je crois, non? Non, c'est le troisième que j'ai pas utilisé. Si je mets à la place, tac, des nuages un petit peu plus réalistes, c'est des PNG sans fond, voilà. Ici, j'obtiens des effets un petit peu plus sympas. Voilà. Et en augmentant en fait la taille des plans, on peut obtenir un effet très nuageux, explosion de fumée, tout ça. Et ça, en fait, comme ce sont juste des textures sur des plans, le temps de rendu, hein, c'est super rapide. Ici, il n'y a pas besoin de calculer du pyrocluster, etc. C'est juste des particules avec des plans. Et sur les plans, on met des textures avec de la transparence. Je crois que Ruru, sur le forum Graph4Graph, a fait un tutoriel là-dessus pour faire de la fumée, puis en montrant pour des flammes. Je crois que c'est lui, à moins que ce soit un autre des membres, je sais plus. Ça a été aussi montré par Chris Smith, il me semble, sur le blog de Grayscale Gorilla.
Ça a été montré aussi par d'autres personnes. Il y en a pas mal qui l'ont montré. Comme ça, cette technique d'utiliser des sprites, en fait, c'est la technique des sprites sur des particules. Alors, ici, j'utilise ça sur Thinking Particles, mais on peut utiliser ça sur des particules classiques. Hein. Ça pose pas de problème. Alors, si on regarde un peu ce que ça donne, comme ça, vu comme ça, en fait, on a juste des particules qui sont émises, tac, comme ça, et qui disparaissent au fur et à mesure. Et en fait, oui, c'est des plans tout plats. Alors, forcément, il faut être bien en face pour avoir un rendu propre, pour que ça fasse bien. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est forcer l'orientation des plans avec, par exemple, un tag cible ou un tag pointé vers la caméra ou un effecteur cible si vous utilisez Mograph pour forcer les plans à se mettre toujours bien droit par rapport à la caméra, par rapport à l'œil, à celui qui regarde la vidéo. Mais bon, ici, moi, c'était juste pour montrer, en fait, comme ça, donc j'ai pas fait ce genre de choses, mais on pourrait tout à fait ajouter sur les plans des tags, ou ajouter un petit setup pour que les plans soient toujours tournés dans le bon sens, et qu'on ne les ait jamais, euh, tac, et qu'on ne les ait jamais vus comme ça, parce que vu comme ça, c'est moche. Mais vu de face, tac, vu de face, ça fait le boulot, hein, y a aucun problème. Et les plans pourraient être beaucoup plus grands, hein, si vous voulez faire un amas de nuages qui se déplacent, etc. C'est une méthode qui est beaucoup plus rapide à calculer que celle de Pyrocluster, etc. Voilà. Donc ça, c'est la scène que je mettrai en bonus sur le blog. Et je pense que je vais arrêter le tutoriel ici, la vidéo ici. Je vous dis donc, alors c'était un petit peu rapide, hein, j'espère que le son était bon. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. J'espère que j'aurai un peu plus de temps pour préparer un truc un peu plus consistant. Donc à la semaine prochaine.